Chaque saison a son moment charnière, le moment où tout bascule. Et ce moment, on y est presque. La trêve internationale arrive, les joueurs vont pouvoir souffler, les corps se reposer, mais surtout, les esprits vont se préparer. Parce qu'après ça, il n'y aura plus de pause, plus de calcul, et surtout, plus de deuxième chance. Le sprint final, c'est le moment où la saison se joue. C'est le moment où certains clubs s'écroulent, pendant que d'autres écrivent l'histoire. Des remontées qui semblaient impossibles, des titres arrachés à la dernière seconde, des effondrements que personne n'avait suspectés, le sprint final regorge d'histoire. Alors aujourd'hui, on va replonger dans les fins de saison les plus folles des 25 dernières années, en passant dans chaque championnat. Pour commencer notre périple, on va évidemment parler de la France et on va parler de notre bonne vieille Ligue 1 qui a connu un sprint final à grand suspense, et là on va remonter très loin dans le temps puisqu'on remonte à la saison 2001-2002. En effet, avec l'hégémonie du PSG, on a très peu de suspense sur les dernières années, donc on est obligé de remonter très loin dans le temps pour voir un sprint vraiment intéressant. Dans la saison 2001-2002, il y avait 18 clubs comme on en a aujourd'hui. À la 29e journée, Lens compte 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais et 7 sur la JO Auxerre. À la suite de cette 20e journée, Auxerre va gagner notamment la 30e à Lille sur le score de 3-2. Mais sur la journée 31, il y a un choc entre l'Olympique Lyonnais et la JO Auxerre. Ce choc qui sera remporté pour l'Olympique Lyonnais et qui évidemment va tout de suite enlever la JO Auxerre de la course au titre, et cette dernière va être restreinte avec deux clubs, l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Sur cette fin de saison, l'Olympique Lyonnais enchaîne les bonnes performances, une victoire contre Lorient, une victoire contre la JO Auxerre, on l'a vu, un 0-0 contre Montpellier et une victoire 1-0 contre Bordeaux. Avant la dernière journée, l'Olympique Lyonnais compte 63 points. De l'autre côté, le Racing Club de Lens peine un petit peu plus sur cette fin de saison. En effet, le leader vacille avec un nul contre Sedan, un nul contre Troyes, une défaite 3-1 à Bastia, mais une victoire quand même 4-1 contre Guingamp à Bollaert pour redonner un petit peu de sourire sur cette fin de saison. Et évidemment, on arrive à la dernière journée, Lens compte 64 points, tandis que l'Olympique Lyonnais en compte 63. Il reste donc un seul match pour décider qui sera le gagnant du championnat de France 2001-2002, et ça se décide sur un seul match, et ce match, ça va être un Lyon contre le Racing Club de Lens au Stade Gerland. Évidemment, on arrive au paroxysme de la saison. On est au dernier match de la saison, il n'y a qu'un seul point qui sépare les deux équipes et, comme par miracle, elles s'affrontent sur un ultime match. Lyon a l'avantage d'être sur une bonne série, mais quand même, Lens a réussi à battre Guingamp et à reprendre un petit peu de confiance. Les supporters de chaque équipe, évidemment, sont à bloc sur ce match. Et un virage nord en fusion, un virage sud, champion de son côté. C'est parti, Gilles Vessière. Et on va voir rapidement qu'une des deux équipes arrive à se détacher de l'autre. En effet, dès la 7e minute, Sidney Govou ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais. Le stade exulte et Lyon va même alourdir le score 7 minutes plus tard, à la 14e minute, avec un but de Violo sur une passe de Pierre Lègle. Ça fait 2-0 déjà pour l'Olympique Lyonnais. À la 27e minute, on va avoir une réponse lensoise qui va relancer un petit peu le suspense parce qu'un match nul suffit aux Lensois pour être champion. Mais au retour de la mi-temps, Pierre Lègle va rajouter un 3e but pour l'Olympique Lyonnais et signer tout simplement une victoire historique qui sera le premier titre de l'Olympique Lyonnais avant leur série de 7 titres. Bon, évidemment, pour ce premier sprint final qu'on détaille, on est remonté assez loin, parce que notamment cette confrontation entre Lyon et Lens est quelque chose d'extrêmement rare, notamment pour se disputer un titre. Passons maintenant en Espagne. On va redescendre un petit peu et aller voir le championnat hispanique, et on va remonter notamment à la saison 2015-2016. En sortie de trêve internationale, à la même époque qu'on est aujourd'hui, le Barça compte 76 points, l'Atlético en compte 67 et le Real en compte 66. Et dès la sortie de cette trêve internationale, on a directement un classico au Camp Nou. Évidemment, on est sur des confrontations historiques entre la SNM et la BBC, donc les grandes heures du championnat espagnol.
C'est le plus grand rendez-vous du monde à cette époque-là. Zinedine Zidane contre Luis Enrique. Le duel s'annonce costaud. On voit bien évidemment une possession qui est barcelonaise, mais on sent que chaque incursion du Real de Madrid dans la moitié de terrain du Barça devient une occasion. Piqué ouvrira le score à la 56e minute sur un corner et délivrera un petit peu le Camp Nou. Mais Benzema va tout de suite refroidir le public 6 minutes plus tard avec une reprise de volée pour ramener le Real de Madrid égalité avec le Barça. Il s'enchaîne plusieurs événements, notamment un but refusé pour Bale pour une faute sur Alba alors qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Derrière, en plus, on a un carton rouge pour Sergio Ramos, c'est plutôt un deuxième jaune qui devient un carton rouge. Et malgré ça, c'est quand même Bale qui va réussir à délivrer un centre pour Cristiano Ronaldo. Et Bale, le centre de Bale au deuxième poteau pour Cristiano Ronaldo, balle de but pour CR7. En effet, le Real s'impose et revient à 7 points du Barça. Et derrière cette défaite, le Barça continue un petit peu plus de couler, puisqu'ils perdent à la Real Sociedad, ils perdent contre Valence, et forcément les deux clubs de Madrid recollent au Blaugrana. À la 34e journée, le Barça compte 79 points, l'Atlético en compte 79 aussi, et le Real de Madrid en compte 78. Le sprint final est intense, les trois équipes enchaînent les victoires, se mettent la pression journée après journée, et forcément aucune des trois équipes n'a envie de se prendre le pied dans le tapis et perdre cette course finale. Malheureusement, à la 37e journée, une de ces trois équipes va chuter. En effet, cette équipe, ça va être l'Atlético, qui malheureusement à la 37e journée se déplace à Levante, la lanterne rouge de la Liga. Et malheureusement, Giuseppe Rossi va inscrire le but du 2-1 pour le Levante à la 90e minute et clôturer les espoirs pour l'Atlético Madrid d'être champion cette année-là. Et pourquoi est-ce que ça clôture finalement le titre? Parce qu'il n'y a que 3 points et que le Barça pourra perdre son match et l'Atlético pourra repasser devant. Ça clôture tout simplement parce que la différence de but est abyssale entre les deux clubs et que jamais l'Atlético de Madrid ne rattrapera cette différence de but en un seul match. Le Barça va à Grenade et le Real se déplace au Deportivo. C'est les deux dernières équipes qui peuvent accéder au titre. En effet, on a eu un sprint avec 3 équipes qui a été très intense, avec un nombre de points qui est absolument incroyable sur la saison, mais malheureusement cette dernière journée, elle est sans surprise parce que tout simplement le Barça va s'imposer 3-0, le Real de Madrid va faire le boulot aussi, s'imposer 2-0 au Deportivo, mais il n'y aura pas eu grand suspense sur cette dernière journée tellement les deux équipes étaient au-dessus tout au long de la saison et ont continué de l'être sur cette dernière journée. Le Barça remportera quand même la Liga avec 112 buts marqués et le Real Madrid, qui sera son dauphin à un seul point, aura marqué aussi 110 buts sur la saison, ce qui est tout simplement incroyable sur une saison. C'est vrai que pour ce sprint final là, ça se décide un petit peu moins sur la dernière journée comme on l'a vu en Ligue 1, mais ça reste un sprint qui est absolument incroyable et légendaire entre 3 équipes sur une dizaine de journées. Et la Serie A, on va remonter au même moment que la Ligue 1, c'est-à-dire sur la saison 2001-2002. Je vous fais rapidement le topo. L'AS Roma est championne en titre, a remporté le titre sur la saison 2000-2001. On est à la 28e journée, la Juve compte 55 points, la Roma en compte 56 et l'Inter en compte 56. 3 équipes qui se tiennent en un seul point. La Serie A à cette époque-là, comme la Ligue 1, est une ligue à 18 clubs, donc il reste 5 journées. Et pour cette 28e journée, on a un duel au sommet puisque l'Inter va recevoir la Roma, championne en titre. Les deux équipes s'étaient quittées sur un 0-0 plus tôt dans la saison, évidemment normal vu que c'est de la Serie A. D'un côté, on a les Toldo, Materazzi, Zanetti, Seedorf ou encore Vieri, et de l'autre, du côté de la Roma, on a du Walter Samuel, on a du Cafu et évidemment on a
Totti qui est là. Le match démarre et d'entrée, l'Inter met la pression à la Roma puisque Recoba marque un but au bout de 2 minutes de jeu par une passe de Christian Vieri et par conséquent, le choc démarre de la meilleure des manières. L'Inter va en plus alourdir le score juste avant la mi-temps, notamment avec un but cette fois-ci de Christian Vieri sur une passe de Recoba. À la mi-temps, l'Inter mène 2-0 et reprend un petit peu d'avance sur le champion en titre. Francesco Totti réduira le score à la 57e minute, remettant encore une fois un petit peu de suspense sur ce match. Une fin de match qui s'annonce intense, alors que le match est déjà dans une tension assez incroyable à l'époque. Le match suit son cours et Recoba, à la 71e minute, inscrit un magnifique coup franc qui va permettre à l'Inter de prendre des distances sur la Roma. Le match va se terminer sur ce score de 3-1 avec notamment un Zebina qui a décidé de péter un câble, il prend un carton jaune sur une faute et va prendre ensuite un carton rouge direct pour avoir foutu une petite tarte, pour avoir tout simplement foutu une tarte à Recoba, le joueur de ce match Inter-Roma en 2001-2002. L'Inter reprend donc la tête et de son côté, la Juve perd à Parme et du coup perd des points aussi sur l'Inter. Les trois équipes sont un peu inconstantes, gagnent des matchs, en perdent, font des matchs nuls. Il n'y a aucune des trois équipes qui s'impose réellement. Et à 3 journées de la fin, on se retrouve avec l'Inter qui compte 65 points, avec notamment avoir eu un accro contre l'Atalanta. On a la Roma qui a 63 points, après avoir fait un 2-2 notamment contre Venise, qui est la lanterne rouge de la Serie A à cette époque. Et on a la Juve qui est à 62 points encore derrière. Sur la 32e journée, l'Inter fait match nul contre le Chievo, qui est à l'époque 5e. La Roma fait de même en se déplaçant à Milan et prenant un point de match nul. Et à contrario, la Juve en profite et prend les 3 points, notamment à Piacenza. L'avant-dernière journée est un récital des trois équipes qui gagnent chacun leur match en mettant des tôles à leurs adversaires. La volonté, c'est tout simplement de ne plus perdre de match jusqu'à la fin de la saison. L'Inter gagne 3-1 contre Piacenza, la Roma inflige 5-0 au Chievo qui avait fait match nul la semaine d'avant contre l'Inter, et la Juve inflige le même score 5-0 à Brescia, avec notamment un triplé de Trezeguet et un doublé de Del Piero. Avant la dernière journée, les trois clubs peuvent décrocher ce titre de Serie A 2001-2002. L'Inter a 69 points, la Juve en a 68 et la Roma en a 67. La défaite ou le match nul est donc proscrit. Aucune des trois équipes ne doit perdre. Et pour commencer cette dernière journée, qu'on va dérouler petit à petit, on va commencer directement avec la Juve qui dès la 2e minute inscrit un but de Trezeguet et décide de montrer aux deux autres équipes qui sont là pour gagner le titre. Vieri du côté de l'Inter va lui répondre à la 12e minute, mais le match entre l'Inter et la Lazio va prendre une tournure absolument incroyable. Ça va enchaîner les buts de chaque côté et la Lazio va revenir par 2 fois au score pour égaliser l'Inter. À la mi-temps, à 45 minutes avant la fin du championnat, on a la Juve qui gagne 2-0 puisque Del Piero a alourdi le score. Du coup, la Juve passe première parce que l'Inter, de son côté, fait 2 buts partout contre la Lazio et la Roma n'a toujours pas marqué et a 0-0. Peu à peu, dans la 2e mi-temps, la Roma va marquer son premier but contre le Torino et prendre un petit peu d'avance aussi sur l'Inter et mettre la pression sur la Juve qui ne doit pas perdre. Du côté de l'Inter et de la Lazio, le match ne tourne pas du tout en faveur de l'Inter. L'entraîneur de l'Atlético Madrid marque à l'époque le 3e but pour la Lazio et enfonce encore un peu plus l'Inter. De son côté, la Juve résiste, maintient son avance et ne laissera pas l'Inter revenir dans la course. La Roma aura beau gagner son match au Torino, elle ne gagnera pas non plus son 2e titre d'affilée. Et pour combler la fin de ce récit, la fin de cette histoire, la Lazio va inscrire un 4e but contre l'Inter et planter tous les espoirs des interistes de remporter ce titre sur la saison 2001-2002. Et la personne qui va marquer ce 4e but et sceller tout espoir, c'est Simone Inzaghi. Et en effet, l'ironie du sort fait que l'homme qui met le pieu dans le cœur de l'Inter pour empêcher d'avoir ce titre-là, c'est un joueur qui va devenir tout simplement une légende à l'Inter plus tard dans les années qui suivent. Ce qui est intéressant, c'est que ce récit sur la Serie A et la saison 2001-2002 rappelle les 2 autres qu'on a vus avant, c'est-à-dire 3 clubs qui se disputent le titre à quelques journées de la fin, et en même temps,
ce suspense sur la dernière journée comme on l'a eu sur le récit de la Ligue 1 entre Lyon et Lens, même s'il n'y a pas eu forcément de confrontation directe. La Juve remportera donc ce titre en 2001-2002, notamment avec Nedved, Del Piero, Trezeguet, une grande équipe de la Juve à l'époque. Passons maintenant en Angleterre, et plus particulièrement sur la saison 2011-2012. Une saison historique bien évidemment en Première Ligue, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes à J-4. Manchester United compte 5 points d'avance sur le voisin Manchester City. Sur la journée numéro 35, on a Manchester City qui gagne 2-0 contre les Wolves, tandis que Manchester United fait un match spectaculaire contre Everton et font tout simplement 4 partout, avec un Marwan Fellaini impériable pour Everton dans les 10 dernières minutes. City revient donc à 3 points de Manchester United, et évidemment, la journée 36, on a un duel entre les deux équipes de Manchester. Le match a lieu évidemment à City qui va pouvoir essayer de rattraper ses 3 points de retard sur United. D'un côté, on a les Kompany, les Clichy, les Yaya Touré, on a Carlos Tevez, on a Silva, on a Nasri et Agüero, tandis que de l'autre côté, on a Derea, on a Ferdinand, on a Evra, on a Paul Scholes, on a Carrick, on a Giggs, on a Nani et on a Rooney. Autant vous dire qu'on a deux équipes avec que des légendes sur le terrain. Et sur les bancs de touche, bien évidemment, on a Mancini d'un côté et on a Ferguson de l'autre. La rencontre tient ses promesses, on a des duels qui sont âpres, on a deux équipes qui veulent gagner tout simplement pour aller chercher ce titre à la fin de la saison, et on sent que Manchester City, qui est à domicile, a un petit avantage, a une petite mainmise sur le match, et finalement... En effet, Kompany ouvre le score juste avant la mi-temps pour Manchester City, libère tout un stade qui était en stress sur ce match-là, et malheureusement pendant la deuxième mi-temps, United n'arrivera pas à trouver la solution contre Manchester City et va tout simplement s'incliner 1-0 chez le voisin. À la sortie de cette rencontre, Manchester City recolle à United et les deux équipes sont égalité de points. Mais Manchester City a un avantage, c'est une meilleure différence de but. Les deux équipes n'ont plus le droit à l'erreur. Il faut gagner les 2 prochains matchs pour essayer d'être champion et que l'autre fasse un faux pas. La journée 37, on a City qui s'impose à Newcastle, tandis que Manchester United s'impose également de son côté 2-0 contre Swansea. Ce qui nous amène maintenant au 13 mai 2012. Les Reds se déplacent à Sunderland au Stadium of Light, tandis que Manchester City reçoit QPR. Sauf que Queen's Park Rangers, eux, ont quelque chose à jouer, puisqu'ils peuvent se maintenir sur cette dernière journée. Donc il y a de l'enjeu pour les deux équipes, tandis que Sunderland a beaucoup moins d'enjeux de son côté. Et évidemment, dans un contexte tel que les deux équipes ont les mêmes nombres de points au début de cette dernière journée, forcément l'équipe qui va marquer en première va mettre la pression sur l'autre. Et la première équipe qui va marquer, c'est bien évidemment Manchester United par l'intermédiaire de Wayne Rooney. En effet, à la 20e minute, Manchester United prend l'avantage, mais du côté de City, on a Zabaleta qui va lui répondre quelques minutes plus tard, et ce qui est assez marrant, c'est que Zabaleta va tout simplement marquer son premier but de la saison sur ce dernier match, ce match à enjeu capital pour le club. À la mi-temps, les deux équipes mènent chacun 1-0 et Manchester City devient donc champion pour le moment. Mais il reste 45 minutes. Et au retour de cette mi-temps, le match de City va devenir un petit peu bizarre, puisqu'on va avoir Djibril Cissé, notre Français national, qui va tout simplement égaliser pour QPR et refroidir un petit peu le public de City. L'ambiance s'envenime un petit peu dans les minutes qui suivent, parce qu'on va tout simplement avoir un Joey Barton qui va péter un câble, qui va donner un coup en jeu, prendre un carton rouge et redonner un coup après. On connaît bien Joey Barton, il est passé en France, on l'a vu passer, et forcément tout le public reprend espoir en se disant on va finir le match avec une supériorité numérique à 11 contre 10 contre une équipe qui est censée jouer son maintien. On se dit donc que City va pouvoir tranquillement dérouler et finir le match et remporter ce titre.
En effet, à la surprise générale, QPR remet un deuxième but, 2-1. L'ambiance est glaciale au City Stadium, mais il reste du temps et de l'autre côté, Manchester United, par contre, ne faille pas et garde son score de 1-0. Le temps avance dans le match, mais malheureusement, City ne trouve pas la solution. La surface de réparation de QPR est devenue un siège en temps de guerre, c'est-à-dire qu'ils ne sortent plus de leur surface de réparation, et forcément, le temps passe et QPR prend l'avantage sur le temps, puisqu'ils vont réussir à prendre 3 points qui est essentiel pour eux. Mais City a fait rentrer un joueur qui est plus qu'important dans ce genre de situation. C'est Edin Dzeko. Edin Dzeko, grand joueur, et évidemment grand aussi par la taille, qui va venir égaliser à la 90e minute pour redonner de l'espoir à City. En effet, l'égalisation est tardive, mais le public reprend espoir. La tension est à son comble. Le temps passe, malheureusement, City ne trouve pas la solution encore une fois pour venir chercher le 3e but et remporter ce titre. À Sunderland, Manchester United clôture le match avec une victoire 1-0 et commence déjà à fêter le titre de son côté parce qu'on voit que City fait 2 partout et que pour l'instant c'est Manchester United qui est champion. QPR fait un dernier dégagement, Mike Dean, l'arbitre, commence à mettre le sifflet à sa bouche, mais décide de laisser une dernière opportunité à City. Balotelli, Aguero, staggering, just staggering. En effet, le dénouement est incroyable, on le connaît tous, le commentaire avec le Aguero qui enlève son t-shirt pour fêter le titre parce que c'est terminé après ça, le temps est fini et Manchester City va refroidir tous les Red Devils qui sont à Sunderland et City va pouvoir fêter son titre dignement après avoir battu Manchester United quelques semaines plus tôt. Et forcément, ça va signer un premier titre pour City pour donner de la confiance et ensuite enchaîner les années avec Guardiola plus tard. Cette saison, évidemment, 2011-2012 est plus qu'historique. C'est peut-être le meilleur final qu'on a eu en Angleterre sur les 25 dernières années. Passons maintenant à notre dernier championnat à voir, la Bundesliga. Et pour la Bundesliga, on va remonter en 2022-2023. Ce qu'il faut savoir sur cette saison-là, c'est qu'on a une équipe qui s'appelle Mayence, qui est une équipe de milieu de tableau en Bundesliga sur les dernières années. Et c'est pas une équipe qu'on va voir aller chercher un podium cette année-là, en 2022-2023. Mais cette équipe, sur la fin de saison, a un rôle plus que étrange. Au matin du 22 avril 2023, le Bayern possède 2 points d'avance sur Dortmund dans sa course finale. Et sortant d'un match nul contre Hoffenheim, les Bavarois veulent reprendre leur marche en avant pour prendre leur titre habituel de chaque année. Duel entre Mayence et le Bayern, et bien évidemment le Bayern va ouvrir le score grâce à Sadio Mané à la 29e minute. Mais le Bayern patine. En effet, cette équipe de Mayence est difficile à déstabiliser et elle va tout simplement punir un Bayern qui est trop gentil en marquant 3 buts en tout simplement 14 minutes. En effet, le Bayern a totalement coulé et après avoir fait un match nul à Hoffenheim, perdre à Mayence, Dortmund en profite, colle 4-0 à Francfort et reprend la tête du championnat à quelques journées de la fin. Après ce match-là, la série de Mayence est catastrophique et pourtant à la sortie de ce match contre le Bayern, ils sont qualifiables pour une compétition européenne, donc ont des matchs pour disputer pour essayer de se qualifier en Europe. Mais malgré ça, Mayence va enchaîner une défaite contre Wolfsburg, qui est un adversaire direct pour l'Europe. Ils vont perdre 3-2 contre Schalke, qui est relégable. Ils vont perdre 3-0 contre Francfort, qui est un adversaire direct. Et ils vont perdre 4-1 chez eux contre Stuttgart, qui est relégable. Rien ne va plus à Mayence et on se dit tout simplement vivement la fin du championnat, puisqu'on va faire tout simplement du ventre mou à cause d'une série de défaites qui va nous priver d'Europe pour la saison prochaine. Et le dernier match, justement le voilà, les supporters de Mayence vont pouvoir terminer la saison dans le ventre mou comme chaque année après avoir eu des espoirs, et ce dernier match, ils rencontrent Dortmund chez eux. À ce moment-là, Dortmund est premier du championnat parce que le Bayern vient de chuter contre Leipzig, et après les années enchaînées du Bayern à remporter le titre facilement, Dortmund voit enfin la lumière pour essayer de choper un titre sur cette saison 2022-2023. Et rencontrer Mayence qui vient d'enchaîner une série de défaites devient une bénédiction. Pour ce dernier match,
Le Bayern, eux, se déplace à Cologne et dès la 8e minute, Kingsley Coman va ouvrir le score pour les Bavarois. Et quelques minutes plus tard, c'est pas Dortmund qui va marquer, mais c'est plutôt Olsen de Mayence qui va ouvrir le score contre Dortmund. Déjà un petit coup de froid pour les supporters de Dortmund, mais on connaît la Bundesliga, c'est du kick and rush, ça va vite, ça marque des buts, on a des défenses qui sont poreuses, on a des super attaques, et 3 minutes plus tard, on a un penalty notamment pour Haller qui va pouvoir tranquillement égaliser. 5 minutes plus tard, malheureusement, Mayence va alourdir le score et prendre un deuxième but. Le signal Iduna Park est sous le choc. Dortmund est en train de laisser le titre au Bayern alors qu'ils avaient enfin l'opportunité de le faire. La deuxième mi-temps est une compression totale de Dortmund qui met une pression totale à Mayence qui n'arrive pas à ressortir les ballons, qui est sous pression constante. Et le temps passe, et malheureusement, Dortmund n'arrive pas à trouver la solution aussi facilement. Mais en effet, Guerreiro à la 69e minute arrive à redonner de l'espoir pour les joueurs de Dortmund et reviennent à 2-1. 10 minutes plus tard, on a tout le stade de Dortmund qui exulte. Et cette fois, c'est pas parce que Dortmund a égalisé, non. C'est parce que Cologne, de l'autre côté, a égalisé contre le Bayern, ce qui fait que Dortmund repasse devant. Il reste 10 minutes de jeu dans les deux matchs, que ça soit à Dortmund ou bien à Cologne, et on ne sait toujours pas qui va être champion de Bundesliga. Dortmund de son côté tente mais rate beaucoup de choses, de l'autre côté le Bayern tente et finalement marque. Musiala! En effet, 89e minute, Musiala redonne l'avantage au Bayern alors qu'il est rentré 4 minutes plus tôt. Et finalement, c'est synonyme de titre pour le Bayern. Et Dortmund va essayer sur cette fin de match de revenir. Donc à la 90e minute, but de Haller. De la Bundesliga, on a donc une équipe, même si ça revient de partout. En effet, malheureusement refusé pour hors-jeu. 96e minute, le temps additionnel est dépassé. Mais finalement, l'histoire n'est pas finie. En effet, Dortmund égalise et maintenant il n'y a plus qu'un seul but à aller chercher contre Mayence pour espérer être champion. Mais comment faire alors que le temps additionnel est terminé? Comment faire pour essayer d'obtenir ce titre contre une équipe de Mayence où on a eu tant de mal tout le match pour être champion? Le temps additionnel est terminé. Dortmund essaie à tout prix de mettre le ballon dans la boîte. Heartbreak at the death for Dortmund. En effet, l'arbitre allemand finit finalement par mettre le sifflet à sa bouche et clôturer tous les espoirs. Et en effet, il permet à l'équipe du Bayern d'enchaîner son 11e titre d'affilée. Dortmund avait tout pour réussir avec une équipe de Mayence en grande difficulté sur cette fin de saison. Et finalement, cette équipe de Mayence aura gagné contre Dortmund au dernier match, mais aura aussi battu le Bayern pour redonner cet espoir à Dortmund. Un espoir qui finalement a été vain sur la fin de la saison. Et finalement, Dortmund, après cette saison-là, n'a jamais réussi à se relever et à redevenir notamment une concurrence pour le Bayern.